Je suis très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui. Nous avions notre première séance sur ces objets que l'on trouve dans la presse, qu'on appelle les MOOC, et qui sont, alors en anglais, c'est les Massive Online Open Courses. Si on veut parler Académie française, ce sont les FLO, c'est les formations en ligne ouvertes à tous. Et on voulait avoir une idée d'une part sur les plateformes dont on parle, Coursera, EDX, et également avoir un retour d'expérience d'acteurs qui ont déjà tenté, et Télécom Bretagne, Jean-Marie, est entré dans la pratique. En pratique, on a été 2 des 3 premiers MOOC francophones. Fin 2012, on a ouvert un premier MOOC, début 2013, un deuxième. Et l'idée, c'était vraiment d'expérimenter, de tester une nouvelle manière d'ouvrir nos cours, d'ouvrir nos formations et d'apprendre autrement éventuellement sur le web. Donc on a fait deux expériences très complémentaires. Je prends un cours existant de chez nous, je le mets en ligne, je le propose à tous et je vois si les gens suivent ce cours. Et donc ça, c'était l'expérience de début 2013. Et avant ça, on a fait une expérience sur est-ce qu'on peut apprendre autrement avec le web, comment on apprend autrement. Et on a proposé un cours qu'on appelle connectiviste, qui est basé sur l'idée que la participation, l'apprentissage, le partage de ressources par les participants, avec les autres participants et l'échange de retours d'expérience là-dessus, forme une manière d'apprendre et de faire émerger un contenu, et faire émerger la compréhension de l'ensemble des participants. J'ai retenu qu'assez rapidement, vous vous êtes posé la question de la visibilité et donc partir de cette expérience de vous insérer dans un développement plus large. Un MOOC, c'est intéressant si on est massif, donc si on attire du monde. Attirer du monde, c'est plus facile quand on est avec d'autres gens, qu'on est visible dans un groupe. Télécom Bretagne fait partie de l'Institut Mines-Télécom et on s'est rapidement dit qu'il fallait aller au-delà. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint France Université Numérique, qui était l'initiative qui a commencé à apparaître à la fin de nos premiers MOOC, qui était le moyen en fait de se fédérer au niveau français et donc d'avoir une visibilité au niveau francophone. Combien y a-t-il de cours à l'heure actuelle sur France Université Numérique? France Université Numérique, c'est 38 cours aujourd'hui, oui, dont 5 de l'Institut Mines-Télécom. Et alors, à cette séance, il y avait également un de vos confrères qui était présent, de l'EPFL, Pierre Dillambourg, qui a rendu compte d'une durée de pratique qui était équivalente à la vôtre. Il y a des différences. Et les différences, vous pouvez les caractériser? Le PFL fait partie des grandes universités européennes. C'est une grosse fac, 20 000 étudiants je crois, quelque chose qui a une grosse visibilité au niveau européen et au niveau mondial. Donc eux ont eu les moyens quelque part d'investir tout de suite, de proposer des cours à haute visibilité avec des professeurs à visibilité mondiale. Leur premier exemple, c'est Martin Roderski, le père du langage Scala, un informaticien qui est reconnu mondialement. Donc il pouvait proposer dès le début des cours visibles mondialement. Et le deuxième aspect, c'est que ce cours visible mondialement, il pouvait le mettre sur une de ces plateformes Coursera qui est connue et qui est reconnue. Et donc il gagnait cette visibilité de manière naturelle. Ils ont beaucoup plus de cours, ils ont plus d'inscrits, puisque Pierre parlait de 400 000, voire 600 000 Oui, mais inscrits. comme il a dit, c'est 400 000 qui cliquent au début. Oui, mais je vais vous dire qu'on fait des cours à 10 000 personnes, et effectivement, à l'arrivée, il y aura quelques centaines de personnes qui vont aller jusqu'au bout. Passer d'un seul coup de 100 à 10 000, c'est déjà intéressant. Ça donne déjà une certaine dimension à la chose. Hi, I'm Martin Roderski. I'm a professor at EPFL and the creator of Scala. I'm your instructor for this course on functional programming principles in Scala. The course constitutes about the first half of the course on advanced programming that I teach at EPFL. Florian Dufour l'avait évoqué, puis Stéphane Fermigier à la fin en a parlé. Les MOOC, c'est une nouvelle application dans le cadre de l'enseignement du Web 2.0. Ça, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça. Le MOOC, c'est la majorité des MOOC qu'on voit aujourd'hui, c'est la transcription d'un cours existant de l'université
vers une plateforme qui va être une plateforme de MOOC. Donc en gros, c'est une transmission de savoir, des exercices et puis éventuellement des commentaires. Alors, il y a un peu de Web 2.0 au sens où il y a des forums, il y a des échanges, les élèves vont dire « ah, j'ai pas compris », etc. Mais le degré de liberté des participants est assez contrôlé. Et la question, c'est quand on fait du Web 2, en fait, on laisse la production, l'utilisateur devient producteur de contenu. Et ça pose un certain nombre de questions qu'on a un tout petit peu évoquées sur l'exercice du métier de professeur. Là, on change complètement de métier. On change complètement de métier. On change complètement de métier puisqu'on n'est plus le porteur de la connaissance, mais on a un accompagnateur de la prise de conscience, de l'apprentissage de l'élève. En termes d'appréciation par les élèves, les premières expérimentations, on a fait du qualitatif, c'est-à-dire qu'on a demandé leur avis aux élèves, on a proposé un MOOC à la place d'un cours existant et à la fin on leur a dit qu'est-ce que vous en avez pensé. Ils nous ont dit super, continuez, travaillez, vous m'avez fait découvrir une nouvelle modalité, je vais pouvoir me former au-delà, je vais pouvoir aller plus loin. Donc il y a eu un très très bon accueil sur cette première expérimentation. J'ai suivi des cours du même ordre, sur le même sujet, donnés par des grands pontes américains, pendant 3 jours dans des amphis de 300 personnes. J'ai pris énormément de notes, je me souviens de beaucoup moins de choses. C'était pas participatif comme ces MOOC. À la fois plus impersonnel, bizarrement, alors qu'on était tous dans la même salle. Et là, je ne peux pas voir les 80 000 autres personnes, mais je les sens beaucoup plus présentes, en fait. C'est ça qui est curieux, parce qu'on participe, on s'envoie des choses, il y a des forums. Donc, ça a beau être virtuel, en fait, c'est presque plus réel, cette sensation de partager le cours. Ce qu'a fait Pierre Dinenbourg, c'est qu'ils ont des plus gros moyens et des plus grosses cohortes. Ouais. Ils ont posé les questions aux étudiants en disant, voilà, on a fait un cours mixte à la fois en MOOC et à la fois en présentiel. L'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez voir? Un cours complètement en MOOC, un cours de la même manière ou un cours complètement en présentiel? Majoritairement, je crois que c'est plus de 70%, les élèves ont dit, nous, on veut uniquement en MOOC. La deuxième question était, j'ai une préconception sur ce type de modalité. En gros, on m'a dit, c'est pas bien, c'est du e-learning, ça marche pas. Donc avant, ils avaient un niveau de perception, et à la fin du MOOC, on leur a reposé les mêmes questions. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que ils avaient 4 cohortes, il y a l'informatique et la dernière était la physique, j'ai oublié les 2 intermédiaires. C'est qu'en gros, en informatique, les étudiants ont adoré et on dit on continue, c'est mieux que ce qu'on pensait. C'était quasiment naturel. Ce qui était naturel. C'est dans le monde du numérique. Et curieusement, en physique, en physique de première année de l'EPFL, le ressenti était moins bon après qu'avant. Et donc les étudiants étaient en demande de présentiel. En fait, ces étudiants de première année, ils n'ont pas encore forcément acquis une certaine autonomie, ils ont besoin d'accompagnement, donc ils ont plus besoin du prof que des élèves qui sont déjà plus matures. Dans le cadre des grandes évolutions de la société numérique, les MOOC, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Il faut être dedans. Les potentialités et la diversité des applications est considérable. Et je crois qu'il est très important de regarder, parce qu'il y a des gisements de créativité, et pour toutes les parties prenantes, les élèves, les enseignants. Ça rentre aussi dans la stratégie des établissements, et ça peut être un domaine où on peut jouer sur le plan international une carte importante sur la francophonie. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Académie des technologies, au titre de tout ce qu'elle fait dans éducation, formation, veut avoir une certaine connaissance à jour des MOOC. Et finalement, à la fin de notre discussion, on a bien vu, et ça a été l'objet de ma proposition pour la séance du 10 septembre, d'étudier les différents enjeux qui peuvent se poser. On vient d'évoquer les enjeux pédagogiques pour les enseignants. Il y a tous les enjeux qui sont à caractère culturel et économique. Et puis même, il y a les enjeux de la stratégie des établissements pour leur visibilité qu'on vient d'évoquer. Il y a des enjeux, quel va être le comportement des entreprises dans la reconnaissance des connaissances acquises ou des compétences acquises par l'intermédiaire de ces MOOC, donc la certification.
Et puis enfin, on pourra éventuellement évoquer, si la question est pertinente, l'impact des MOOC sur tout le métier de l'édition des matières scientifiques et technologiques. Et donc, bien évidemment, vous avez ouvert avec la première session, mais vous êtes totalement invité à la deuxième.